La tomate rapporte 100 tonnes à l'hectare, le piment rapporte plus de 15 tonnes à l'hectare, la production du gingembre, c'est plus de 60 tonnes à l'hectare, la production du maïs en fonction de la variété, c'est 10 tonnes, 12 tonnes à l'hectare. Voilà autant d'expressions qui ont poussé beaucoup de personnes à investir dans le secteur de l'agriculture sans pour autant prendre le temps de respecter les différentes étapes, de s'implémenter correctement des paramètres d'installation qu'il faut pour réussir un projet agricole. L'agriculture est rentable et en fonction des différentes variétés que vous décidez de produire, il y a beaucoup de belles surprises qui vous guettent si vous prenez le temps de respecter les différentes étapes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essentiellement parler du sol. Nous allons parler des différents types de sols qui existent dans le secteur de l'agriculture. Et mieux encore, nous allons vous donner quelques spéculations qui sont adaptées à ces sols-là. Et surtout, nous allons détailler avec vous de manière vraiment simple, de manière terre à terre, comment vous devez vous lancer dans l'agriculture, les différentes étapes par lesquelles vous devez absolument passer. C'est tout de suite dans cette vidéo. Si c'est votre première fois, qu'est-ce qu'on fait? On like, on s'abonne, on active la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus. Sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons des secrets, nous révélons des secrets liés au secteur de l'agriculture. Nous avons décidé de vous accompagner et surtout de vous orienter dans ce secteur-là. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Je ne vais plus présenter M. Joseph qui est un expert du secteur agricole qui opère au Nigeria, ici où nous nous trouvons actuellement. Il est sur une exploitation de plus de 600 hectares de palmeraies, une exploitation qui se positionne sur toute la chaîne de valeur agricole. Monsieur Joseph, rebonjour. Bonjour mon chef. Soyez les bienvenus dans cette interview-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du sol et surtout nous allons parler des différents types de sols qui existent et nous allons parler aussi également de comment vous devez reconnaître ces sols-là et de comment également vous devez lancer un projet agricole sur ces différents types de sols. Bien entendu, cela ne voudra pas dire que vous ne devez pas faire l'analyse du sol parce que l'analyse du sol vous donne d'autres informations complémentaires comme le pH, comme le potentiel hydrogénique, la température, le taux d'humidité, le taux de salinité, le taux de lumière et d'autres facteurs comme la teneur en azote, en phosphore, en potassium, en magnésium, en zinc pour toujours maximiser votre production agricole. Alors, on va avec la première question. Monsieur Joseph, Oui, mon frère. dites-nous, Oui. quels sont les différents types de sols que nous avons? Ok. Et on a au moins 5 types de sols. Le premier, par exemple, le sol ferralitique. Un sol ferralitique, comment reconnaît-on un sol ferralitique? Un sol ferralitique, c'est un sol de couleur rouge. Vous creusez jusqu'à 40 à 50 mètres de profondeur avant de toucher la nappe phréatique et vous n'aurez pas la latérite, une seule graine de latérite là-dedans. Donc là, c'est le sol ferralitique ça. Donc sur ce sol, vous allez voir déjà les mégaphanérophytes. Quand on parle déjà des mégas, c'est les arbres qui sont au-delà de 30-40 mètres de hauteur.
vous allez voir que ces arbres, ils ont des racines vraiment pivotantes qui s'étendent même là jusqu'à 40 à 50 mètres de profondeur. Donc là, c'est un sol qui est riche, sur lequel vous pouvez faire le palmier à huile, vous pouvez faire déjà de citrus sinensis, des orangers, vous pouvez faire déjà tout ce qui est déjà, tout ce qu'on peut déjà produire. Donc, seulement que vous drainez l'eau pour le sol ferralétique, là où il n'y a pas l'eau. D'accord. Voilà. Donc, le sol ferralétique est adapté pour la majorité des cultures. Et si je comprends bien, beaucoup plus les arbres fruitiers. Beaucoup déjà, pour presque la majorité de tout ce que nous produisons. Vous pouvez mettre le maïs, accessible le maïs. Vous pouvez mettre le manioc, tout ce qui est géophyte. Je prends déjà le cas déjà de manioc. Ouais. Là, c'est les géophytes tubéreux. Je prends déjà le cas déjà des bananiers, oui. C'est des géophytes rhizimateux. Je prends déjà le cas déjà des oignons, c'est des géophytes bulbeux. Ouais. Tout ce qui est déjà cryptophyte. Vous pouvez y mettre. Y compris la banane aussi. La banane, tout et tout. Mais seulement, vous faites déjà un puits à grand diamètre et vous drainez l'eau. On s'assure qu'il y a, qu'il y a de l'eau sur le terrain. Voilà. Là, parce que c'est un sol qui est très riche et déjà pour atteindre déjà la roche-mère, il faut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. De profondeur avant. Vous pouvez mettre aussi le palmier à huile là. Vous pouvez aussi semer déjà de maïs. Tout ce qui est légumineux, le vanzou, le haricot, tout ce qui est déjà ça, vous pouvez tout mettre là. Donc, voilà déjà le cas du sol ferralétique. Alors, parlons maintenant du vertisol. Si je parle du vertisol, quand on parle déjà du vertisol, c'est un sol qui s'est installé sur la dépression de la Lamar. C'est un sol de couleur noir sombre. Vous allez voir que pendant la sécheresse, ça se fend. Et nos zè, et les matières organiques, les herbes qui sont là, la mort des animaux s'infiltre là-dedans. Pendant la saison pluvieuse, ça se referme. Et il y a des compositions voilà. De toutes ces matières-là. Vous allez voir que c'est boureuse. L'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans ce sol. Parce que ça contient déjà de l'argile gonflante à l'intérieur. Et déjà sous ce sol. Pourquoi ça se fend? Sous ce sol, vous allez voir que à 10 mètres, ou bien voir déjà à 20 mètres de profondeur, vous tombez déjà sur la roche calcaire. Sur la roche calcaire. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, le vertisol, voilà un peu ses caractéristiques. D'accord. Déjà, pendant la saison pluvieuse, c'est vraiment bourreux. Et déjà, ça part déjà du Nigeria en passant par le Bénin. Et ça longe maintenant dans le Ghana. Quand je prends déjà le cas de Kobe, par exemple, oui. Vous allez voir que de Carrefour Chinambole, ouais. Juste là où s'installe déjà la cimenterie d'Onigbolo, vous allez voir que là, c'est le vertisol. C'est une zone qui est voilà vraiment... déjà une zone où il y a le vertisol. Sur cette largeur-là, c'est le vertisol. Ceux-là qui connaissent bien et qui les voient déjà Ibadan, ouais. Jusqu'à Ikoyi. Oui. Donc, il y a aussi le vertisol qui se longe de là en prenant part au sous. Et c'est ça qui se déverse maintenant dans Kobe. Dans Kobe. Ouais, vous voyez. Donc, c'est ça le vertisol. D'accord. Donc, sur ce sol, on ne peut pas mettre le manioc. Parce que c'est un sol, après une ou bien deux pluies, ça s'inonde d'eau. Et le manioc va pourrir. Alors déjà que le manioc est un géophyte tubéreux, en présence de l'eau, ça se désagrège. Maintenant, on ne peut pas aussi mettre la banane là. On ne peut pas installer un champ de bananier. Parce que vous allez voir que le sol est très dur ou très pauvre en matière organique. Oh, la banane est une plante qui est un peu gourmande. Merci à vous. Donc, après ça, maintenant, c'est un endroit où on ne peut pas installer un champ de teck. Parce que le plant de teck n'est pas une plante hydrophile. Vous allez voir déjà que ceux qui mettent déjà les plants de teck dans le vertisol, ouais. Vous allez voir que dès qu'il y aura inondation, quand les racines vont s'immerger dans l'eau, ou l'eau va essayer de tarder un peu là, il y a le soleil, le coup du soleil qui frappe, l'eau se chauffe, oui. Et les racines de teck se désagrègent ou les teck meurent. Si on met déjà un hectare de teck, ça dit 2500 pieds là, en plantant 2 mètres l'un de l'autre, sur cet endroit, vous allez voir qu'à la fin, c'est peut-être, vous aurez déjà combien 20 pieds ou bien 50 pieds. Ceux-là qui vont suivre, c'est les pieds de teck qui se... voilà, qui vont se tenir déjà sur des buts, sur des parties un peu hautes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et aussi sur le vertisol,
C'est un sol, ceux qui font l'expérience, quand ils mettent déjà le maïs là, bon, pour semer, il faut déjà semer en février. Si vous ne semez pas en février, déjà, si vous attendez déjà le mois de mars, vous n'aurez rien. Donc, le vertisol, c'est un sol très dangereux. C'est pourquoi il est vraiment important de se renseigner, même là, pour tout ce que nous voulons produire. Ouais. Pour tout ce que nous voulons produire, s'apporter toujours d'un technicien sachant pour s'assurer, ok, moi je vais produire quoi? C'est en fonction de ce que tu veux produire maintenant que les gens vont essayer de te trouver déjà un domaine vraiment propice à ça. Qui est adapté à c'est très important. Sinon, c'est ce qui fait que les gens disent que l'agriculture n'est pas rentable. Par exemple, quelqu'un qui a le projet des bois de teck, ouais. Il achète un vertisol. Lui ne sait rien de tout ça. Il vient maintenant, on l'amène là pendant la sécheresse. On ne les amène même pas pendant la saison pluie. C'est pendant la sécheresse, on l'amène là. Le gars achète le domaine, il voit que tout est bien, par-ci, par-là. Il installe déjà le champ de teck, tout juste là, au début déjà de la saison pluvieuse. Vous allez voir qu'avant la fin de l'année, plus de la moitié seront déjà morts. Il est découragé. Il est découragé. Donc, c'est ce qui fait que ce qui est important dans l'agriculture, c'est toujours être accompagné d'un technicien sachant du domaine voulu. Qui maîtrise bien c'est tout. les différentes étapes. D'accord. Alors, on passe à un autre type de sol. Quand je prends par exemple maintenant un paysage latéritique. Latéritique déjà, c'est là on parle de la savane. De la savane, oui. Vous allez voir que les paysages latéritiques sont des paysages qui sont souvent des savanes. Et quand on prend déjà les cas des savanes, vous allez voir qu'on a déjà la savane herbacée. Vous ne verrez que des herbes. Quand on quitte là, on a aussi déjà des savanes arbustives, que des buissons, que des caméphytes, les arbres qui ont une hauteur de 4 mètres de hauteur. Oui. Maintenant, on vous amène déjà sur un paysage latéritique où c'est une savane arbustive, où vous n'avez que des arbres qui ont une hauteur de 4 mètres. Vous allez quelque part, vous avez le projet maintenant de l'eucalyptus canaludinensis, par exemple. Je voulais mettre déjà de l'eucalyptus. Moi, c'est mon projet, ça. J'ai déjà acheté une végétation de caméphyte. Est-ce que ça pourrait marcher? Pendant que l'eucalyptus est un mégaphanérophyte. Alors déjà qu'arrivé là, je vois que c'est des plantes qui n'ont rien d'autre que 4 mètres de hauteur. Ça veut dire que ce projet ne pourra pas marcher. Est-ce que vous voyez? Donc, surtout pour le cas déjà d'un paysage latéritique, c'est très dangereux. Ce n'est même pas. Ces genres de paysages ne sont pas accessibles ni pour le manioc, ni pour le maïs. Tout ce qui est déjà la légumineuse aussi. Ça ne marchera pas. Parce que vous allez voir que par endroit, il y a des pieds par endroit et il y a des formations de la végétation aussi par endroit. Par endroit. Et je complète aussi pour pouvoir dire que sur ce type de sol, quand on force et on lance la production agricole, on remarque que les rendements ne sont pas standards au même endroit. C'est tout. Vous verrez par endroit qu'il y aura peut-être de la plante qui va bien se développer. Très bien. Et de l'autre côté, vous verrez qu'il y a des plants qui sont chétifs. Très bien. À un moment donné, on pense que c'est peut-être lié à l'engrais ou bien à la fertilisation. Vous aurez beau fertiliser, mais il est très difficile en fait de vraiment réussir à avoir une production, une très bonne production là, dans ce genre de terrain. Et pourquoi? Parce que les différentes couches du sol en profondeur ne permettent pas l'enracinement déjà de la plante. Voilà. Quand vous décidez de produire quelque chose, hormis le facteur économique, le facteur agronomique, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà toute une fusion, toute une association de différents facteurs favorables pour le développement de cette plante-là. Que ce soit les tecs, que ce soit les eucalyptus. Beaucoup de personnes disent, en exemple, que ce sont des essences forestières. Oui. Et que pour les essences forestières, on n'a pas besoin d'un technicien, mais on n'a pas besoin d'un expert qui pourra vous dire si ce sol-là est adapté ou pas. C'est pas vrai. Beaucoup sont échoués aujourd'hui. Ils ont été découragés en agriculture. Et quand vous les appelez, ils vous diront qu'ils iront faire autre chose. C'est à cause de ces facteurs-là. Ce n'est pas de la rhétorique. Ce n'est pas qu'on est en train de jouer à la rhétorique. Ceux qui vont suivre déjà ces conseils, vous allez voir, ils se verront dans un échiquier du bonheur pour l'agriculture. Parce que du moment où tu as un projet, approche-toi. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a le projet d'élevage, par exemple, je veux élever déjà les moutons. Ouais. Je vais déjà acheter un sol sableux hydromorphe. Est-ce que les moutons sont des aquatiques qui vont vivre dans l'eau? Ça ne marchera pas.
Ça ne Non. marchera pas. Donc, c'est ces exemples-là. Approchez-vous toujours des sachants de chaque domaine, parce que chacun est spécifique À son pour domaine un d'expertise. domaine donné. Approchez-vous, renseignez-vous, approchez des gens. Ok, moi, voilà ce que j'ai comme économie. Et voilà ce qui me plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, le technicien vous dira quoi faire. Le technicien sachant vous dira quoi faire. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un système d'expérience. C'est un système, le champ, c'est un système d'expérience. C'est un système de ce que tu as vécu. C'est pas que on ne peut pas se lever de jour au lendemain et dire que la... Non, 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 non. C'est ce que tu as vu. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes là, on a échoué plusieurs fois. Bien sûr. On a échoué plusieurs fois avant d'être là aujourd'hui. On a installé 600 hectares de palmiers ici et déjà les gens sont contents. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est la synthèse déjà des échecs qui ont donné déjà tout ce qui est ici aujourd'hui. Donc, que les gens allaient toujours les sachant déjà pour tout ce qu'ils veulent produire. Donc, c'est ce que déjà, on peut déjà les conseiller ça. Par exemple, maintenant là, en ce qui concerne aussi un autre type de sol, ouais. On peut aussi en parler maintenant de sols sableux hydromorphes. Il y a des sols sableux. C'est des sols qui sont très pauvres en matière organique. Ouais. Donc, sur ça, on peut déjà mettre déjà de coco ne suffira. Le cas de coco, de notre coco là. Oui. Donc, ça se plante là. Déjà au Bénin, quand vous allez déjà à Togbe, oui, vous aurez ces sols-là. Oui. Et c'est ce qui fait même que les gens mettent déjà des cocotiers sur le long de la plage. Ouais. Vous allez voir que le sol est sableux. Et c'est des sols qui n'ont pas trop d'éléments organiques. C'est-à-dire c'est très pauvre en éléments organiques. Voilà, ça passe. Mais le sol sableux hydromorphe, c'est un sol qui est riche en matière organique et très accessible pour le palmier à huile. C'est la différence qui se trouve déjà entre la culture de palmier à huile et la culture de coco nucifera ça. Parce que le cocotier n'affectionne pas les zones qui sont trop humides. Voilà. Le cocotier aime vraiment les zones qui sont sèches, les zones qui sont sableuses. Voilà. Et pourquoi? Parce que cela facilite déjà le développement racinaire, très important. Et aussi parce qu'elle a une certaine facilité à bien répandre ses racines pour pouvoir puiser maintenant les éléments organiques ou chimiques qui sont contenus maintenant dans ce sol-là. Voilà. Mais par contre, au niveau du palmier à huile, si vous faites le palmier à huile dans une zone, parce que vous avez peut-être fait le cocotier et vous espérez que les deux sont les cultures de la même famille, c'est-à-dire les aricacées. Oui, c'est les aricacées. Voilà, parce que vous pensez que les deux cultures sont de la même famille agronomique, donc ils sont adaptés au même type de sol, aux mêmes facteurs. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas la même chose. Il y a déjà une grande différence entre la culture du palmier et la culture du cocotier, bien que les deux soient de la même famille et que l'un soit plus rentable que l'autre. Voilà. Alors, on parlait comment on appelle, les différents types de sols. Oui. Et là, nous en avons vu 4 déjà. Oui. On peut aller au dernier. Oui. Au dernier type de sol. C'est ça, je parlais déjà de sol sableux hydromorphe. Ouais. Ça, déjà, c'est un sol où c'est humide. Déjà, vous allez voir que ce sol est humide 24 heures sur 24 heures. Et déjà, quand on prend déjà de la structure du sol, vous allez voir déjà que les horizons, on a 3 horizons. Déjà la première, c'est-à-dire le premier déjà horizon. La première couche. Voilà, la première couche là. Donc c'est ça qu'on appelle déjà la couche humifère. Et ça contient déjà de l'humus. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc cette partie, c'est cette partie qui recouvre déjà le sol sableux. Quand on parle de sableux hydromorphe, c'est sableux, mais au-dessus de la couche, il y a la couche humifère. Humifère. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, ce sol, par exemple, c'est un sol qui est très riche pour le palmier à huile. Très, très riche pour le palmier à huile. Et déjà, ce sol, par exemple, aussi, c'est très riche aussi pour l'Eucalyptus canadensis. Si vous voulez faire la culture déjà de l'Eucalyptus canadensis, c'est très riche par rapport à ça. Si vous mettez des eucalyptus là, vous aurez un grand résultat. Et quand vous mettez déjà les palmiers là, vous aurez aussi un grand résultat. Un très bon résultat. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc sur ces sols là, sur le sol sableux hydromorphe,
c'est un sol où vous ne pouvez pas faire le maïs. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas aussi faire, comment dirais-je, tout ce qui est déjà géophyte, rhizomaté, géophyte tubéreux. Vous pouvez mettre déjà des géophytes rhizomatés. Les bananiers, oui. Mais vous saurez déjà maîtriser déjà le sol. Il faut creuser au moins 0,50 de profondeur pour les toisons. Pour la mise en terre des bananiers. Pour la mise en terre des plants. Sinon les plants vont tomber. Donc, après ça, maintenant, vous installez déjà, vous installez déjà une plantation de palmiers à huile. Donc là, ça marche. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, dites-moi, on a parlé des différents types de sols. On a parlé de l'importance déjà de connaître ces sols avant de lancer différentes spéculations agricoles. Selon vous, quel est le premier facteur, à part, comment on appelle, quel est le premier facteur qui détermine la réussite d'un projet agricole? Le premier facteur qui réussit, ce n'est rien d'autre que le choix du sol. C'est le choix du sol. Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je vais faire le palmier à huile. Le sol que je peux choisir. Je peux aller choisir un vertisol. Oui. Je peux, parce que c'est installé sur une dépression. Bien sûr. Je peux aller chercher une vallée. Oui. Je peux aller chercher déjà une mangrove. Oui. Là, je vais maîtriser l'eau. Ok. Je peux aller chercher un sol ferralitique. Oui. Je peux aller chercher un sol sableux, hydromorphe. Oui. Mais je veux faire la culture d'un plant de palmier à huile où je me retrouve sur une végétation latéritique. Ça ne marchera jamais. Non, non. D'une manière inconsciente, moi, je ne sais toujours rien. Ils vont m'installer ça. Un monsieur m'avait amené à Djidja. Il a mis 20 hectares. Je lui ai dit, monsieur, vous avez perdu. Il ne sait même pas ce qui tue les plants. Parce que la structure du sol n'est pas adaptée pour la production. Merci à vous. Pour lui, quand il pleut, il retrouve l'eau un peu partout. Là, le sol est sableux hydromorphe. C'est du faux. Donc, c'est-à-dire le premier facteur pour quelqu'un qui veut faire l'agriculture, c'est le choix du sol. Dans tous les sens. Si c'est l'élevage, même l'installation, c'est la construction. Pourquoi les gens font déjà l'étude du sol là quand ils veulent construire? La plupart des gens se disent que ça c'est important, mais investir dans un projet agricole, on n'a pas forcément besoin de faire les analyses. Là, c'est la première des choses pour tous ceux-là qui veulent gagner l'agriculture. Si quelqu'un ne fait pas ça, il est en train de prendre déjà de risques. Et il n'arriverait pas. C'est par chance qu'il va arriver. Dis ce que tu veux produire. Apprends-toi d'un technicien sachant du domaine. Alors, ils vont te chercher déjà le sol spécifique de tes besoins. Comme ça, tu pourrais arriver. Au lieu de dépenser déjà 8 000 francs, pour dépenser 10 000, tu dépenses 8 000 francs, tu dis que non, que tu vas, quand tu jongles, tu n'auras rien de concret. Tu n'auras rien de concret. Tu vas rester là, tu vas faire, après tu vas te décourager, laisser. Beaucoup l'ont fait et aujourd'hui, ils se retrouvent ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Vous pensez personnellement, par expérience, hein, oui. Vous pensez que quelqu'un qui est parti de zéro peut réussir dans le secteur agricole? Moi, je le disais toujours. On a eu affaire, là où je suis là, j'ai eu affaire avec des gens. Moi, j'étais parti de zéro, moins. Ça n'existe pas. Mais j'étais parti de négatif. Vous voyez, j'étais parti de moins. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais compté déjà le milliard, mais je compte déjà assez de millions. J'étais parti de zéro. Quelqu'un qui a eu la chance de connaître l'agriculture, il est parti. Même s'il est né dans un ghetto, s'il est né dans un taudis, il va convertir son agonie à la résurrection. C'est-à-dire, il peut être l'auteur du plateau. Vous savez, beaucoup de personnes se disent qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour se lancer dans le secteur agricole. Par expérience, M. Joseph, on en a parlé la dernière fois quand je disais que moi, à mes débuts, j'avais commencé avec 50 000 francs. M. Joseph était surpris, mais en même temps aussi, il m'a raconté son histoire où lui a commencé avec moins de 50 000 francs il y a cela plusieurs années déjà. Même avec 10 000. Voilà. Avec 10 000. Déjà, quand tu as la chance d'être enfant de paysan, après tes études, parce qu'il faut, l'essentiel point d'homme, c'est d'avoir un savoir. C'est d'avoir un savoir pour ce que tu veux faire.
Du moment où le savoir n'y est pas, tu ne pourras pas réussir. Tu as déjà un savoir en agriculture. Moi, je n'ai même pas 50 000. J'étais parti de 10 000, moins 10 000 même. Et c'est ça que je disais à mes collaborateurs. Ramassez vos effets, allez vous installer au champ. Si vous avez la chance et que quelqu'un vous cède déjà, ou bien vous empruntez déjà 2 hectares en une année, c'est déjà suffisant. Même 1 hectare, ça va déjà. Allez-y construire déjà une maison dans le champ. Dites à vos femmes, si c'est des gens qui sont déjà mariés, si la femme ne veut pas laisser la femme par terre, laissez-la. Allez-y, installez maintenant dans cette maison-là. Et puis tous les jours, vous êtes là, vous allez arriver. Un homme ne peut pas rester là où je suis là. Je ne peux pas vivre en une année dans le champ et ne pas gagner au moins. Oh, à part déjà mes palmiers. Dites déjà que dès le 1er janvier, je me retrouve déjà dans le champ. Et je vais travailler déjà du 1er jusqu'au 25 décembre. Et je ne vais pas amasser déjà 12 millions, voire 15 millions de francs CFA. C'est du faux. Par exemple, maintenant, je mets déjà 1 hectare de piment. Au début de la saison, je me retrouve sur 2 hectares. Je prends 1 hectare. Déjà en janvier, je fais les souchages de faire tout et tout. À la première pluie, je mets 1 hectare de manioc. Si je mets 1 hectare de manioc, aujourd'hui, maintenant, la bâchée déjà de manioc aujourd'hui, c'est-à-dire n'est pas moins de 200, c'est 300 000 francs. Bien sûr. Donc 300 000. À la fin, je mets le manioc déjà de 7 mois. Je mets le manioc en terre à la première pluie pendant le mois de février. En novembre, le manioc est déjà à la maturité. Je déterre déjà 8 bâchés. Du moment où les 12 500 pieds, c'est même 12 500 pieds, sont au rendez-vous déjà sur l'hectare et j'installe déjà mon champ de manioc, à la fin de l'année, je vais gagner au moins 3 millions là. Avec la culture du manioc. La culture de 1 hectare de manioc. Et ça, c'est sans préciser qu'avec le manioc, vous avez la possibilité d'associer d'autres cultures pour pouvoir augmenter votre rendement. Merci à vous. J'exclus ça. Ça, j'ai déjà 1 hectare de manioc. Je sais que au moins, j'aurai déjà 2 millions plus là. J'attaque déjà mon champ, je fais 1 hectare de piment. Le piment, c'est un plan qui est un cycle de 3 mois. Déjà, je n'ai ni pluie, je n'ai ni rien. À la deuxième, à la troisième pluie, pendant que les gens mettent déjà le maïs en terre, ça dit en avril, je mets déjà mon piment. Si je mets mon piment en terre, ou bien je fais le maïs et je mets déjà le piment dedans, pendant 7 ans, je suis en train de cueillir le piment. Je peux cueillir déjà 1 hectare de piment pendant près de 4 à 5 mois et ne pas trouver au moins 3 à 4 millions. Et ne pas trouver à ça. Et puis déjà, dès que j'aurai l'argent de maîtriser l'eau, moi, je dis, je vais maîtriser l'eau. Donc, je ne peux pas travailler, ne pas trouver 12 millions par an. Ça, c'est autre chose. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus bon que l'agriculture, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent. L'agriculture aujourd'hui, il n'y a pas impôt. Il n'y a pas affaire de douanier. Il n'y a pas affaire de qui que ce soit. Tu as affaire avec les alternances. Et l'alternance joue et nu. Et c'est tout. Du moment où il y a l'alternance, du moment où le sol est adapté au projet agricole, tu as tout. On a déjà tout ce qu'il faut. Tu as tout. Vous pensez, pour un jeune qui a un capital, bon, déjà vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour un jeune qui n'a aucune expérience dans le secteur agricole, selon vous, par quelle spéculation il peut commencer? Il n'a qu'à être accompagné des techniciens. Je vais faire le champ. Voilà que je n'ai rien. Il n'a qu'à essayer de chercher un peu d'argent. Si auparavant, s'il devait commencer un an, s'il devait commencer cette année, qui se passe cette année? Trouver un peu d'argent, recruter un technicien sachant du domaine, un technicien moyen, sachant du domaine, et puis il accompagne. Si le technicien ne vient pas, il ne fait rien. Il fait tout ce que le technicien lui demande et vous allez voir qu'il va arriver. Du moment où il sera avec le technicien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, lui-même, il va commencer par avoir déjà une base jusqu'à ce que, parce que c'est ce qu'il veut, jusqu'à ce que lui-même sera mieux maintenant là, dans le système. Donc c'est un peu ça. Monsieur Joseph, franchement, cet entretien-là a été très très riche. Merci à vous. Même moi, personnellement, malgré mes années d'expérience dans le secteur agricole, qui ne sont justement rien à côté des vôtres. C'est une complémentarité. Je pense que j'ai appris encore beaucoup de choses et j'ai été encore réconforté. Merci à vous.
dans l'intention où je dis toujours que la terre reste notre meilleur allié. Et ça ne changera jamais. Là y est. On mange tous les jours. Tout ce que nous portons vient de la terre. Ben, Que ce soit les habits, que ce soit... rien ne pleut du ciel. Rien ne pleut du ciel, mais tout part de la terre. Tout part de la terre. Et aujourd'hui encore, nous venons encore d'avoir la confirmation que quelque peu partie de zéro dans le secteur agricole est quand même réussi. C'est ça même. J'en suis la preuve vivante puisque je ne vis que d'agriculture et nous venons encore d'avoir un dinosaure du secteur agricole. Un dinosaure du secteur agricole qui n'a fait que confirmer ce que nous avons toujours dit. Oui, ici. oui, Il est important de faire quoi? D'avoir des bonnes bases, de se faire former ou de se faire accompagner avant de pouvoir investir le moins de sous. Et c'est pour vous le moment, le moyen idéal pour pouvoir vous lancer, pour réussir dans ce secteur agricole-là. Vraiment, Monsieur Joseph, merci encore pour ce temps-là. Merci vraiment pour votre disponibilité, surtout pour l'amour que vous manifestez pour le secteur agricole. Les amis, c'était vraiment tout dans cette vidéo. Et je reste convaincu que cette vidéo-là doit normalement déclencher quelque chose en vous, quelque chose de beaucoup plus grand. Oui. On a de la vision. Certes, on produit peut-être 20, 30, 50 hectares, mais ce n'est pas beaucoup. Parce que là, nous sommes dans un pays où les gens ont 15 000, 30 000 hectares de terre. 15 000 hectares où des projets agricoles ont été installés. Et ces personnes-là, ils n'ont pas quatre têtes. Non. Ils sont debout comme nous et ils le font. Alors, je reste convaincu que nous pouvons également le faire. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus. Parce que cette chaîne-là, on se donne rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans. Elle sera la boussole de toute personne qui voudra vraiment sécuriser son investissement dans le secteur agricole. On se dit à très vite et merci Monsieur Joseph pour ce temps. Merci beaucoup, merci pour la considération. C'est moi. Merci beaucoup à vous. Vraiment.